partons de Grenade à destination du Venezuela, le terrifiant Venezuela. À en croire les autres bateaux, qui n'ont jamais mis un pied au Venezuela, on va être pris en otage en moins de 3 jours, ils vont nous demander une rançon et ils vont nous décapiter. Ou au mieux, on va être cambriolé tous les 2 jours, sous la menace d'une arme évidemment. Ce qui est vrai, c'est que les journaux, Courrier international en tête, décrivent le Venezuela comme un pays aussi pauvre que corrompu, expéditeur de la cocaïne colombienne, où les gens dorment sous les ponts et crèvent de faim. Notre première destination est l'archipel des Testigos. À Dineux, il y a 9 heures de navigation. Les Testigos sont composés de 3 principales îles montagneuses. Nous allons jeter l'ancre à l'est de Testigos Grande, ici, à Observation Bay. Ça y est, nous arrivons en fin d'après-midi. Il y a du relief, c'est couvert de forêts tropicales et ça a l'air inhabité. Nous jetons l'ancre à Observation Bay, à côté d'un bateau de pêche et devant quelques cabanes en feuilles de cocotier. Après un lever de soleil presque aussi beau que le coucher de soleil précédent, nous constatons que des centaines de frégates et quelques pélicans volent dans le ciel. Sur ce bateau, ainsi que sur tous les autres, il y a un toit au-dessus du pont pour apporter de l'ombre aux matelots. Nous débarquons dans une vue de carte postale. Ça, c'est la maison commune et la place centrale du village. Depuis notre arrivée hier, aucun pêcheur n'est venu nous voir. Nous avons un sentiment de totale sécurité. La pêche à la langouste est interdite entre mai et octobre. La moitié des bateaux de pêche est donc remontée sur la plage. Il y a une demi-douzaine de cabanes de pêcheurs, chacune ayant une impressionnante réserve de gasoil. Justement, 4 pêcheurs débarquent avec leurs prises. Ils entreprennent aussitôt de vider les poissons, ce qui attire les frégates à quelques mètres. Manifestement, ces grands oiseaux sont des cousins des goélands et des albatros. Je dois arrêter de filmer, car les pêcheurs viennent nous offrir 4 poissons pour nous souhaiter la bienvenue. L'espace extérieur derrière les cabanes est relativement propre, du fait que les habitants brûlent tout ce qui est incinérable. La cabane centrale du village abrite un groupe électrogène diesel qui est mis en route tous les soirs entre 18 et 22 heures. Certes, il est bruyant, mais il ne tourne que 4 heures par jour, alors c'est supportable. Étant donné que le moteur est un 6 cylindres de 5 litres, il consomme 50 litres par soir, d'où un impressionnant stock de bidons de gasoil pour assurer 1 mois d'électricité. Malheureusement, le moteur Yanmar de l'ancien groupe électrogène est trop lourd pour être ramené sur le continent. Il rouille donc ici doucement. Le lendemain, nous allons en repérage pour un autre mouillage, au nord-ouest de notre mouillage actuel. C'est une langue de sable entre 2 îles.
la réalité paraît être aussi belle que la théorie. Et en effet, c'est un autre coin de paradis. Nous rentrons à bord et aussitôt, les gardes-côtes viennent nous voir. Finalement, contrairement à ce qu'ils nous ont dit hier, nous devons faire au plus vite notre visa d'entrée au Venezuela. Nous devons donc partir demain matin pour une rade sans marina près de Pampatar. Quel dommage de ne pas avoir de bureau de douanier ici. On serait bien resté plus longtemps. C'est donc parti pour 48 000, soit 5 heures de navigation. En arrivant près de l'île de Margarita, il y a un peu d'humidité dans l'air. Cela provoque un effet optique qui s'appelle une parélie. C'est la seconde fois que l'on en voit en un an de voyage. Au Venezuela, l'île de Margarita, c'est la Côte d'Azur française. L'île a l'air belle, il y a des montagnes avec des sommets entre 700 et presque 1000 mètres. En effet, la fosse marina de Pampatar a l'air d'un trou à rats. Nous décidons donc d'aller juste à l'ouest, à Port-Lomar. Ça a l'air beaucoup plus abrité et plus sympa. Et voilà, nous arrivons. Certes, il y a quelques immeubles, mais ici, l'eau est claire et parfaitement calme. Nous mouillons donc ici, dans 2,50 m d'eau. Donc on arrive dans la baie et on est en train de mouiller à 150 mètres au nord-ouest de l'entrée du port. Et il y a une barque avec des douaniers qui vient. Alors au début, bon, maintenant on sait que c'est des douaniers, mais étant donné qu'ils ont une cagoule noire jusque-là, une casquette jusque-là, et qu'il y a juste les deux yeux qui sortent, et qu'ils ont évidemment une mitraillette ou deux, ils ressemblent plutôt à des terroristes qu'à des douaniers. Mais bon, au Testigos c'était déjà pareil, donc on commence à savoir que ce sont des douaniers et non pas des terroristes. Donc on est en train de mouiller devant, ils font le tour du bateau, ils montent par derrière sans rien demander, ils viennent nous voir devant en nous disant « Ah, c'est pas le meilleur endroit pour mouiller, il faudrait remonter l'ancre, il faudrait aller mouiller devant le port, là-bas, vous serez plus en sécurité. » On remonte l'ancre et en effet, on va là-bas parce qu'ils nous disent d'aller là-bas. Je prends le chenal qui rentre dans le port, il y a des bateaux à droite, à gauche, je prends le chenal au milieu. Et je leur dis, bon, c'est bien ici, on peut jeter l'ancre. Non, 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 vas-y, continue, encore 50 mètres. Bon. Alors 20 mètres après, parce qu'on commence vraiment à rentrer dans le port. 20 mètres après, je leur dis, bon, ben, c'est bien ici, on peut jeter l'ancre. Ah non, 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 vas-y, encore 30 mètres. Bon. Alors, je fais 20 mètres de plus. Et là, je suis vraiment au milieu du port, quoi. Enfin, au milieu de l'entrée du port. Donc 20 mètres de plus, il y a des bateaux là-bas, et l'autre ponton qui est juste là, l'autre ponton qui est là. Donc je suis vraiment au milieu, quoi. Et ils me disent, ah, c'est bien ici, c'est bien ici. Alors moi je me dis, ok, c'est bien, je vais mettre l'ancre ici, et donc je vais reculer de 50 mètres. Mais non, pas du tout. Ils me disent, oui, c'est bien ici. Alors il faut que ton bateau soit là, et pour que ton bateau soit ici, il faut que tu avances encore de 30 mètres pour jeter l'ancre à 30 mètres devant, comme ça quand tu vas reculer, tu seras ici. Et donc en fait c'est vraiment ça, quoi. Ils veulent vraiment que le bateau soit au milieu du chenal de l'entrée du port. Alors en France, si on fait ça, on se fait lyncher complètement, on se prend une amende, et il y a 3 plaisanciers qui arrivent pour nous couper la chaîne de l'ancre. Mais alors ici, c'est pas ça du tout. Ici, le Venezuela, c'est un pays sûr, il n'y a pas de problème. Bon, mais il faut faire attention quand même. Il faut faire attention. Donc du coup, on est au milieu du port. Il y a des bateaux à 20 mètres ici. Et il y a d'autres voisins
qui sont juste là et qui sont à 20 mètres aussi. Alors ça dérange personne, les gens ils sont contents, ils nous disent bonjour, coucou, alors on répond bonjour, tout ça. Et bon, ils font le tour du bateau, mais pour être sûr qu'on se fasse pas agresser par le quartier là-bas, là où bon, ça peut peut-être craindre, on sait pas. Ils nous ont dit de nous mettre au milieu de l'entrée du port. Bon. Alors donc, ça y est, enfin on est mouillé, dans une zone où on est en sécurité, et les douaniers nous disent, eh ben, on vous invite à nous suivre à notre bureau, on va faire la clairance d'entrée. Bon. Donc, ok, évidemment, on les suit. Alors des clairances d'entrée, c'est un visa touristique. On est habitué à en faire, ça fait 15 qu'on fait. Et dans le pire des cas, à la Dominique par exemple, ça a duré 3 quarts d'heure et ça a coûté $60. Et dans le meilleur des cas, par exemple, au Cap-Vert, ça a duré 10 minutes et ça a coûté 4 euros. Donc faire une clairance d'entrée, on en fait à chaque fois qu'on rentre dans un pays, on en refait à chaque fois qu'on sort d'un pays. Donc on est habitué, pas de problème. On arrive dans leur bureau, et là, les uns après les autres, ils nous expliquent que ça va être compliqué, que ça va prendre du temps. Et au bout d'une demi-heure, alors déjà une demi-heure c'est long, hein. Au bout d'une demi-heure, il y a un flic qui va chercher un plaisancier dans le port, et le plaisancier parle aussi bien français qu'espagnol. Donc il réexplique tout à ce gars-là, et le gars me réexplique en fait ce que j'avais bien compris, que oui, ok, ça allait prendre du temps, que bon, ça allait coûter cher. Okay. Donc au bout d'une heure, ok, on y va, bon voilà. Et ils nous disent, ah bah oui, mais comme c'est compliqué, qu'il y a beaucoup de choses à faire, on va demander l'aide d'un agent pour coordonner les différents services administratifs. Ok, les mecs, il n'y a pas de problème, c'est votre sauce à vous, si vous voulez un agent pour parler entre vous, il n'y a pas de problème, moi je m'en fous. Bon. Donc 2 heures après, ça fait 3 heures qu'on est là déjà, hein. 2 heures après, il y a l'agent qui arrive, et il nous explique qu'il y a les visas touristiques pour nous, un droit de tourisme, faire l'entrée du bateau, le droit de mouiller. Alors pour utiliser l'encre, il faut payer. Et que bon, il y a différents trucs et que voilà. Alors donc, maintenant ça fait 4 heures qu'on est dans leur bureau et il y a les gardes-côtes, les militaires, la police nationale, la police portuaire, le gars de l'immigration, la capitainerie. On se retrouve à 10 là-dedans, quoi. Tout ça pour faire une clairance d'entrée. Alors heureusement qu'il n'y a pas 20 bateaux qui arrivent tous les jours, parce que sinon ils seraient débordés complètement, quoi. Et petit à petit, alors tout le monde explique que c'est compliqué, que tout ça. Alors bon, on se dit mais c'est pas possible. Où est-ce qu'on est tombé, quoi. Finalement, il est 20h30 ou 21h. On est toujours à 10 dans le bureau, ils discutent un peu entre eux, je comprends pas tout parce que ils ont quand même l'accent du coin, quoi, hein. Et finalement on tombe d'accord que on verra demain, on fera les papiers demain parce que pour l'instant c'est un peu compliqué, c'est un peu long et il est un peu tard. Bon. On va vous faire la version courte. Obtenir tous les papiers nous a pris 7 jours et nous a coûté $780. Ce délai complètement surréaliste, une semaine pour faire 6 ou 7 papiers, c'est vrai. C'est complètement fou, et donc on n'avait pas le droit de bouger le bateau, pas le droit d'aller naviguer, pas le droit de changer de baie, mais néanmoins on pouvait utiliser l'annexe, on pouvait sortir, on pouvait se balader, voilà. Et donc, le fameux Français dont la mère est marseillaise, il était vachement embêté que ça dure aussi longtemps. Et pour une fois qu'il y a un bateau français qui vient au Venezuela,
il était contrarié que ce soit aussi long, aussi compliqué et aussi cher. Donc du coup, pendant une semaine, il s'est senti obligé, ça lui a fait plaisir, mais bon, il s'est senti obligé de nous montrer que le Venezuela c'était un super pays, qu'on était en sécurité. Et donc du coup, il nous a fait visiter Port Lomar à côté et Pampatar qui est là. Et on a un petit peu parlé. Et on lui a dit que les journaux en France, en Europe, que bon, ils donnaient une image négative du pays. Et donc, il a essayé de nous montrer que non, c'est pas vrai, la sécurité, il n'y a pas de problème. Et il a été étonné qu'on dise que les gens ils crèvent de faim ici et que ils dorment sous les ponts, quoi. Donc du coup, plusieurs fois, il nous a emmenés dans sa voiture et il nous a fait visiter tous les centres commerciaux de la ville. Et les centres commerciaux ne sont pas comme en France, mais sont comme aux États-Unis. Il y en a des dizaines, des kilomètres carrés entiers. Et à l'intérieur, ce n'est pas un rayon de beurre ou un rayon de mayonnaise comme en France. Ce sont des palettes entières de beurre ou de chaque produit. C'est l'abondance partout. On se serait cru dans un centre commercial de San Francisco. Et, autre surprise, les légumes, les fruits, la viande, le beurre, les yaourts, tout est vénézuélien. Enfin, les fruits et légumes sont absolument naturels. Ils n'ont reçu aucun traitement ni aucun conservateur. Les fromages sont principalement des copies de fromage hollandais, fabriqués ici avec du lait de vache d'ici. Même la copie du Nutella existe et elle est faite ici. La seule exception est le rayon des vins et spiritueux. On y trouve des vins chiliens, péruviens, mexicains, d'Afrique du Sud. On a même trouvé du champagne Moum Cordon Rouge à 60 $ la bouteille. En rentrant, nous passons par le centre-ville qui est complètement mort, sans aucun petit commerce, à l'exception de marchands chinois de t-shirts à 1 $ et claquettes en plastique à 90 centimes. Là, on est jeudi soir, on est quelque chose comme le 17 mai. Il est plus de 22 heures. On est sur le pont, on attend un signal. On a commandé du gasoil. Il est sponsorisé par l'État pour les Vénézuéliens à un prix vénézuélien. Il vaut entre rien et une bouteille de whisky, les 100 litres. Alors nous, on a commandé 450 litres de gasoil pour 30 centimes de dollars le litre. C'est pas du gasoil pour les Vénézuéliens, enfin c'est compliqué parce qu'il y a un policier. Le policier, il a l'ami d'un ami qui connaît un ami dont le cousin germain, qui n'est pas par alliance, connaît un tuyau pour nous donner du gasoil. La vérité, c'est que les militaires, ils sont payés 60 $ par mois et ils ont un pouvoir d'achat qui est extrêmement faible, même s'ils sont logés à l'œil, nourris à l'œil, etc. Mais bon. Et donc en fait, les policiers nous amènent 450 litres de gasoil de leur réserve perso pour leur bagnole de police ou pour leur bateau.
Mais évidemment, leur gasoil perso, c'est pas du tout pour un bateau de voyage. Mais bon, voilà, pour arrondir un peu les fins de mois, comme ils ont trop de gasoil, bien, et ils sont contents de nous livrer 450 litres de gasoil. Et nous, avec notre annexe, on doit aller au port qui est là-bas, sans allumer la lumière, sans rien, pour ne pas qu'on nous voie, pour aller chercher le gasoil par bidon de 75 litres, parce que c'est des petits bidons, et donc si on les allonge au fond de l'annexe, ça ne se voit pas. Donc on attend un signal lumineux. Ah non, ça c'est un pélican ça.